Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons 4 assemblées de consultation publique. M'accompagne Mme Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, je vous cède la parole, Mme Banville. Donc, bonsoir tout le monde. Le premier projet de règlement que nous avons ce soir concerne le projet de règlement 2023-1237, c'est-à-dire le règlement relatif à la démolition d'immeubles. La loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée par le gouvernement du Québec le 1er avril 2002. Il s'agit du projet de loi 69. Cette loi vise notamment la protection du patrimoine bâti. Avant cette loi, l'adoption d'un règlement de démolition par une municipalité était facultative. Mais maintenant, avec cette nouvelle loi, il y a de nouvelles obligations municipales qui découlent de cette loi-là. Notamment, il y a maintenant l'obligation pour les municipalités d'adopter un règlement de démolition qui va viser minimalement les bâtiments à valeur patrimoniale. Et les municipalités doivent adopter ce règlement-là d'ici le 1er avril 2023. Une seconde obligation concerne les MRC. Ici, on est une ville MRC, donc ça nous concerne également, qui vise notamment à ce que les MRC effectuent une caractérisation des bâtiments à valeur patrimoniale sur leur territoire afin de constituer un inventaire. Donc, cette responsabilité-là, elle doit être acquittée d'ici le 1er avril 2026. Par la suite, les municipalités doivent aussi adopter un règlement sur l'occupation et l'entretien des immeubles, et ce, d'ici le 1er avril 2026. Donc, à titre d'information, présentement, sur le territoire, annuellement, il y a à peu près une vingtaine de demandes de démolition par année qui visent des bâtiments patrimoniaux. Je vais vous présenter quelques éléments là, du contenu du règlement pour avoir les principaux aspects qui vont être traités par le règlement. Donc, dans un premier temps, il faut spécifier que le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Rouyn-Noranda, donc vraiment sur la totalité de notre territoire. Il doit viser, comme je l'ai mentionné, minimalement les bâtiments patrimoniaux, donc les bâtiments qui sont assujettis, c'est-à-dire un immeuble patrimonial, soit un bâtiment qui est cité par une municipalité, classé ou situé sur un site du patrimoine qui est reconnu par le gouvernement du Québec. Il peut s'agir aussi d'un immeuble qui est inscrit au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Rouyn-Noranda qui a été adopté en 2018, ainsi qu'un bâtiment qui serait décrit dans un inventaire. Donc, ça peut être les inventaires que nous avons présentement, soit un inventaire qui datait de 2003, ainsi qu'un inventaire plus récent du patrimoine religieux, et qui sera aussi qui inclura également les futurs inventaires que l'on devra adopter d'ici 2026. Et finalement, comme mesure transitoire, on doit inclure tous les bâtiments principaux qui sont construits avant 1940. Donc, tant et aussi longtemps que nos inventaires ne sont pas constitués, mais on se doit d'assujettir l'ensemble des bâtiments construits avant 1940. Donc, a priori, il s'agit vraiment de bâtiments principaux. Il pourrait y avoir, suite à la constitution des inventaires, quelques bâtiments accessoires, mais ça reste à définir selon la valeur qu'elles auront lors de la réalisation des inventaires. Également, le règlement va s'appliquer aussi à d'autres secteurs de la ville qui ne sont pas des bâtiments à valeur patrimoniale. Ce sont les secteurs qui sont indiqués sur la carte que vous voyez. Donc, le secteur en rose qui correspond au Vieux-Noranda, le secteur de la SDC qui est en vert sur la carte, donc une partie de la rue principale, de la rue Perrault et de la rue Gamble, ainsi que l'extension là, pour combler l'ensemble du centre-ville de Rouyn-Noranda, donc le secteur de l'avenue du Lac, la poursuite de la rue Gamble jusqu'à l'avenue Québec et une partie de la rue principale sud et de la Monseigneur-Tessier. Donc, pourquoi on a ajouté ces secteurs-là pour les assujettir au règlement de démolition? Bien, en fait, c'est pour favoriser la continuité architecturale de la trame bâtie. Donc, c'est des secteurs où il y a une certaine densité de bâtiments. Donc, le Conseil souhaite voir les futures demandes de démolition pour pouvoir se prononcer sur ces dernières.
Donc, au total, sur notre terrain, il y aurait à peu près 981 bâtiments qui seraient assujettis au règlement de démolition. Il y a cependant certaines exceptions, et les exceptions concernent des bâtiments qui auraient reçu une ordonnance de démolition de la Cour supérieure parce que ce sont des bâtiments qui sont jugés dangereux, ainsi que des démolitions partielles de bâtiments, c'est-à-dire que des démolitions de moins de 15 de la superficie de l'emprise au sol du bâtiment. Par exemple, ça pourrait être une petite annexe à l'arrière d'un bâtiment qui, lui, pourrait être démoli sans suivre toute la procédure assujettie. Au niveau du contenu du règlement de démolition, le règlement prévoit également la création d'un comité de démolition. Le Conseil a fait le choix que ce comité-là soit formé par tous les membres du Conseil et il sera adjoint de personnes ressources. Ces personnes-là n'auront pas le droit de vote, mais pourront expliquer les projets. Également, le comité de démolition va avoir comme responsabilité d'analyser les demandes d'autorisation de démolition et va devoir rendre sa décision lors d'une séance publique. Préalablement à la séance publique, le comité d'analyse va demander l'avis du Conseil local du patrimoine. Pour notre territoire, le Conseil local du patrimoine va être réalisé avec notre comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce comité-là va émettre des recommandations au Conseil pour prendre la décision. Également, il y aura un avis public dans le journal local ainsi qu'un avis qui sera posé sur l'immeuble visé par une demande de démolition qui va indiquer la date de la séance publique auquel le sujet sera traité. Les citoyens pourront alors émettre des commentaires par rapport à la demande d'autorisation de démolition. Donc ici, à l'écran, vous voyez un pense-bête là, pour savoir est-ce que ma demande sera assujettie à une demande d'autorisation de démolition ou pas. Fait qu'il y a des petites questions qu'on peut se poser rapidement pour le cheminement. Dans un premier temps, est-ce que votre immeuble est un immeuble patrimonial? Donc, on se rappelle, c'est un immeuble qui est soit cité, qui fait partie d'un site du patrimoine ou qui est classé par le gouvernement du Québec. Si la réponse est oui, bien, automatiquement, ça va prendre une autorisation pour la démolition. Si la réponse est non, on se pose une autre question. Est-ce que le bâtiment se trouve dans un inventaire ou sur le territoire que je vous ai montré tout à l'heure, la carte? À ce moment-là, si la réponse est non, le projet n'est pas assujetti à l'autorisation. Par contre, si la réponse est oui, on doit se poser une dernière question. Est-ce que je suis visé par une exclusion? Donc, on parlait d'une ordonnance de la Cour ou d'une démolition partielle. Donc, si la réponse est oui, je suis dans une exclusion, alors ça ne me prendra pas d'autorisation. Par contre, si la réponse est non, le bâtiment sera assujetti. Au niveau de la procédure pour faire une demande, donc, dans un premier temps, le citoyen, le requérant, va faire une demande d'autorisation de démolition et il va présenter les documents qui sont requis pour que la demande puisse être analysée et il devra aussi acquitter les frais qui y sont associés. Les frais seront prévus au règlement de tarification globale de la municipalité et le montant sera de 600 $. Par la suite, le dossier va être traité et il y aura la publication de l'avis public requis. Ensuite de ça, le Conseil local du patrimoine, notre CCU, va faire l'étude du dossier selon les critères d'analyse qui sont prévus au règlement et fera une recommandation au comité de démolition. Le comité de démolition va analyser le tout et prendra une décision. Donc, à ce moment-là, s'il juge que la demande est recevable et qu'il y a eu l'ensemble des documents pour prendre une décision, il pourra y avoir la délivrance du certificat d'autorisation pour la démolition et il pourra aussi assujettir des conditions pour cette demande-là. Et dans certains cas, ça se pourrait que la demande soit refusée puisqu'elle ne serait pas justifiée. La durée pour tout le traitement du dossier pourrait prendre entre 27 et 56 jours et il pourrait y avoir des demandes d'obtention de délai additionnel dans le cas où des documents seraient manquants ou une vente d'une propriété pendant le traitement de la demande. Au niveau des critères d'analyse dont je vous parlais tout à l'heure, qui font partie du règlement, voici ce qui va être analysé. Donc, la valeur patrimoniale de l'immeuble, l'état de l'immeuble qui est visé par la demande,
la détérioration de la qualité de vie du voisinage actuel et également l'effet en cas de démolition, l'estimation des coûts de conservation ou de restauration nécessaires à la remise en bon état du bâtiment, la réutilisation du sol projeté. Donc, le propriétaire qui va faire une demande de démolition va devoir indiquer ce qu'il va faire par la suite avec l'immeuble. Donc, est-ce qu'il va reconstruire un immeuble? Est-ce qu'il va le laisser vacant? Est-ce qu'il va convertir en espace vert, par exemple, ou agrandir un bâtiment adjacent? Donc, il doit présenter un projet. Par la suite, on va regarder la compatibilité de l'utilisation projetée du terrain avec les usages adjacents et son impact sur la qualité de vie du voisinage. Dans le cas où un bâtiment comprendrait des logements, donc où il y aurait de la location, il faut falloir regarder le préjudice qui est causé aux locataires, les besoins de logement dans les environs et la possibilité de relocalisation de ces locataires-là. Au niveau du règlement, toujours, un des contenus, bien entendu, sont les infractions, les pénalités, les recours possibles. Donc, ces éléments-là sont prévus par la loi, donc on n'a pas le choix de les indiquer et les montants sont prévus à la loi. Donc, quelqu'un qui ferait une démolition d'un immeuble visé par le règlement sans obtenir l'autorisation ou ne ferait pas le respect des conditions qu'on attribuerait à une demande d'autorisation peut se voir passible d'une amende variant entre 10 000 et 250 000 $. Et dans le cas d'un immeuble patrimoine qui est cité, mais le montant maximal est alors de 1 140 000 $. Donc, c'est des amendes assez sévères. Et quelqu'un qui ferait l'entrave au travail d'un employé municipal serait aussi passible d'une amende de 500 $. Dans le cas où quelqu'un aurait démoli un immeuble sans autorisation, il pourrait aussi être contraint à le reconstruire. Donc, le gouvernement du Québec a vraiment voulu venir sécuriser le patrimoine et ça s'applique partout au Québec. Donc, c'est vraiment une obligation que les municipalités ont d'adopter ces règlements-là pour préserver le patrimoine à long terme et éviter la détérioration de certains bâtiments. Notons que le règlement n'aura pas d'impact pour les propriétaires qui n'ont pas l'intention de démolir un bâtiment principal et aussi que ça vise des travaux de démolition de plus de 15 % de la superficie au sol d'un bâtiment. Et on rappelle que ça vise les bâtiments à valeur patrimoniale ainsi que certains secteurs précis sur la carte que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, au niveau du processus d'adoption du règlement, le 20 février dernier, il y a eu l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement. Il y a eu par la suite la publication de l'avis public de consultation. Ce soir, le 13 mars, nous sommes à l'Assemblée publique de consultation. Le Conseil pourrait décider d'adopter ce soir le règlement, puisqu'il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire, et le règlement entrerait en vigueur le 21 avril 2023. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle en lien avec ce projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles à valeur patrimoniale? Donc, on pourrait passer 19h45. On est-tu correct? Parfait. Oui. On peut y aller? Bon, c'est bien. Alors, on pourrait passer à la deuxième assemblée de consultation publique qui concerne Chemin des Chênes et Chemin Lac-Évin. Donc, le projet de règlement 2023-1239 vise un secteur situé à Montbéliard et vise la création de la zone 71-87 à même la zone 71-45 dans le secteur du chemin de la Baie-Verte. Donc, plus précisément, le secteur visé, vous pouvez voir sur la carte, se situe vraiment près du chemin de la Baie-Verte dans le quartier de Montbéliard.
La zone E se trouve à être à l'extrémité de la zone 71-45, entre le chemin des Chênes et le chemin du lac Évin. Sur la carte ici, on voit donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer une nouvelle zone, la zone 71-87 que vous voyez sur la partie droite de l'image, en rose, à même la partie d'une zone qui est existante, qui est la 71-45, qui est en couleur orangée à l'écran. Donc, on voit bien que le secteur est limité vraiment à la partie est, qui est plus près du boulevard Rideau, entre Deschênes et le chemin du lac Évin. Donc, ce qu'on vient faire, en fait, c'est une modification à la grille également, parce qu'on doit venir créer notre nouvelle grille pour la zone créée, la zone 71-87, et on va y préciser les usages autorisés puis les normes d'implantation qui vont être associées. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre les mêmes usages et les mêmes normes d'implantation qu'on retrouve présentement dans la zone 71-45. Cependant, on va venir retirer l'usage spécifiquement autorisé de terrain de stationnement pour automobiles, qui n'est pas requis pour le secteur de la zone 71-87. Par contre, on va venir ajouter des nouveaux usages dans la zone 71-87 qui seront les camps de groupe de base de plein air avec dortoir, les camps de groupe de base de plein air sans dortoir et autres camps de groupe. Donc, l'objectif de ce règlement-là, c'était de venir régulariser une situation, un usage existant qui s'effectuait déjà dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que le projet de règlement a été déposé. Donc, au niveau du processus d'adoption, le 20 février dernier, l'avis de motion avec l'adoption du premier projet de règlement, l'avis public de consultation qui a été fait le 1er mars dernier. Ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, selon l'Assemblée publique de ce soir, le Conseil pourrait adopter le second projet de règlement. Ce règlement-là contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il y aura par la suite un deuxième avis public pour les personnes habiles à voter dans le journal. Et si le processus régulier chemine normalement, il y aurait l'adoption finale du règlement le 17 avril pour une entrée en vigueur le 26 mai 2023. Alors, merci beaucoup. Madame Abbé? Oui, je vous invite à vous approcher au micro, puis on vous écoute. C'est pour ça l'Assemblée de consultation. Merci. Bonjour, France Fizette. J'habite au 1024, chemin des Feuilles. Ça, c'est les nerfs. C'est juste les nerfs. Je suis ici à titre de citoyenne, mais aussi comme représentante de l'Association des riverains du lac Opasatika, donc l'ARLO. Le lac Évin fait partie du bassin versant du lac Opasatika, donc on se sent concerné par ce qui est proposé ici. Parce que tout changement de zonage ou d'usage pourrait affecter l'eau non seulement du lac Évin, mais éventuellement le bassin versant. Le projet de règlement, j'ai surtout juste des questions, je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Ce que j'en ai compris, puis dites-moi si j'ai tort, mais ce projet de règlement-là est pour régulariser une situation existante. Donc, quelque chose comme une maison de répit pour les parents d'enfants autistes. Donc, ça serait pour régulariser cette situation-là. Donc, parce que c'est une cause importante, puis c'est bien de la soutenir sans aucun problème. Par contre, ce qu'on se demande, c'est pourquoi ne pas accorder simplement une dérogation? Pourquoi demander un zonage tel que 30 jours? Parce que là, c'est un changement d'usage, c'est plus la même affaire, là. On parle de... Puis une si grande superficie aussi, est-ce qu'il y a un projet d'un carton? Est-ce qu'il y a une vente prévisible? Parce qu'il y a un usage maintenant, c'est vendu, là, c'est 15 jours. Là, ça commence à ressembler à Fatima. Peut-être plus petit, mais Fatima pareil. Donc, ce que j'entends, c'est que Fatima, autour, souvent, il peut y avoir des plaintes des citoyens pour toutes sortes de raisons. Donc, on ne veut pas reproduire ça ailleurs quand on peut l'arrêter à ce moment-ci. Le lac Évin, en plus, est très petit. En tout cas, comparé au lac Opasatika, c'est bien petit. Il y a déjà des résidents tout partout, une bonne partie du lac.
il va y avoir une coupe forestière, on ne sait pas trop où ce qu'elle va se faire, mais ça peut endommager éventuellement l'eau du lac. Puis là, on pense au bruit, l'achalandage, les bateaux. Il va probablement y avoir plus de bateaux. Les plaintes. Là, j'ai déjà mentionné le camp Fatima. Ça, c'est une partie des questions qu'on se pose. Je n'ai pas besoin d'avoir de réponse nécessairement ce soir. On pourra toujours nous rejoindre par courriel ou par téléphone. Mais je pense que c'est des questions légitimes. L'autre côté de mes questions, c'est qu'en est-il du système septique? Présentement, on parle de régulariser une situation. Si on fait un camp de répit pour des gens autistes, pour les parents de gens autistes, est-ce que le système présentement est aux normes, compte tenu du nombre de chambres, du nombre d'occupants, de l'utilisation qui en est faite? Si jamais il n'est pas aux normes, puis que là, on propose ce genre de choses-là, j'accorderais pas aucune réglementation, aucune dérogation tant que le système ne serait pas aux normes. Et mettons que le système de septique est déjà aux normes pour l'usage qu'on en fait maintenant, qu'en est-il pour le futur? Est-ce qu'à ce moment-là, la Ville va dire, bon, OK, là, on fait une base plein air, changement d'usage, le système septique doit automatiquement être modifié, parce que des fois, on est un petit peu lousse. Donc, c'est de savoir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça aujourd'hui et dans un futur proche ou plus éloigné. Madame, c'est pas mal ça. merci beaucoup, Madame Fizet. Puis c'est justement à ça que servent ces assemblées de consultation publique-là. Alors, je ne sais pas si vous avez les coordonnées de Mme Fizet. Vous allez... J'ai quand même certains éléments de réponse qui peuvent quand même aller au bénéfice des bon, gens. Donc, votre première question qui était à l'effet de savoir pourquoi pas une dérogation versus un changement de zonage. Dès qu'on parle d'usage, on ne peut pas donner une dérogation mineure. La dérogation mineure, ça s'applique par rapport à des normes. Exemple, une dimension d'une construction, une marge de recul. Donc, pour un usage, c'est vraiment une modification réglementaire que l'on doit faire. L'autre élément, au point de vue de l'installation septique, en fait, nous, la personne doit nous prouver, donc avec un rapport d'un ingénieur, que l'installation qui est présentement en place répond aux exigences et répondra aux besoins en fonction du nombre de personnes qui est prévu au niveau de l'établissement. Donc, il doit nous démontrer, avec des documents à l'appui, que ces éléments-là seront respectés. Et s'il doit faire une modification en installation septique, bien, il va devoir prendre le permis requis et procéder à la modification. La crainte que j'ai, juste pour vous relancer un petit peu, la crainte que j'ai, c'est que déjà, on fait face à une situation qu'on doit régulariser. Donc, pourquoi aller avec 30 jours? Pourquoi pas autre chose? C'est plus qu'une résidence, si je peux comprendre. Oui, tout à fait. Puis on a permis ça. Donc, jusqu'où on va aller? Parce qu'il y a quand même des gens qui sont établis là depuis très longtemps, qui vont voir quand même un usage. C'est tellement petit, là, ils ne se marchent pas ses pieds, puis c'est bien tout. Ça va faire une grosse différence pour eux autres. Donc, ça me fatigue un peu de dire, on régularise une situation qu'on aurait pu arrêter avant, puis qu'on me dise, il va nous prouver que le rapport avec ingénieur démontre que le système septique est aux normes. Parfait. Mais là, si dérogation, changement d'usage et tout, puis il n'en parle pas, puis qu'il se ramasse avec beaucoup de gens, bien, le système ne suffira plus. Vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça, là? C'est comme j'ai pas... La cause est noble, mais j'ai un problème avec le processus, puis qu'on en vienne à ça. Pour moi, c'est pas correct. Mais je vais vous laisser ma liste de questions. Oui, puis Mme Banville va communiquer avec vous pour vraiment répondre à l'ensemble de vos questions, Mme Fizet. Puis merci beaucoup de vos commentaires. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres citoyennes veulent... Oui. Rita Morneau, ancienne présidente de l'Association des riverains du Lac Évin. Votre nom, excusez. Rita Morneau. Ouais. J'étais présidente de l'Association du Lac Évin. Malheur, ça a tombé à zéro
pas de relève pour le lac. Je suis bien triste de ça, et encore plus avec ce qui s'en vient, avec la résidence, justement, qui était spécifique pour les autistes et qui devient un camp de jour. Moi, je m'y oppose royalement. Et de un, on a eu des subventions pour sauver le lac, pour faire replanter, revitaliser les berges. Et si on regarde le terrain en question, il manque pas mal de ça. J'ai peur des bateaux moteurs qui s'en viennent peut-être 1, 2 ou 3. Si ça devient un camp de jour, ça va être infernal. Moi, je regrette beaucoup. En plus de ça, ils viennent nous couper le bois. Ben, non. Non, c'est impensable de mettre un camp de jour là. Je ne comprends pas le changement de zonage, puisque c'était déjà, puis ça a eu de la difficulté à s'en aller là, cette bâtisse-là. Peut-être par bien des moyens qui a réussi, mais là, si ça s'en vient comme ça, là, je n'y crois pas du tout. Moi, je m'oppose royalement. Merci, Mme Morneau. Puis peut-être, c'est l'appellation, c'est ça, je voudrais juste préciser, camp de jour, en tout cas, je vais laisser Mme Banville l'expliquer, mais... En fait, c'est qu'une activité, on doit la rattacher à l'une de nos définitions qu'on a dans notre réglementation au point de vue des usages. Donc, nous, nos usages sont calqués sur le manuel d'évaluation foncière. Donc, l'activité, on ne peut pas venir dire dans un zonage ciblé des personnes. Donc, on ne pourrait pas dire c'est un camp de répit pour les parents d'enfants autistes. On ne peut pas y aller, on peut pas gérer les personnes en tant que telles. Donc, on doit y aller avec la catégorie qui est dans notre réglementation. Et ce qui se rapproche le plus, c'est la notion de camp de jour. Donc, c'est pour ça que c'est cette catégorie d'usage-là qui a été précisée. Juste préciser, c'est pas parce que les activités changeaient, là. Non, exactement. C'est les mêmes activités qui se font présentement. Non, c'était pas ce qui était prévu. Eux, c'est pour régulariser leur situation, leur activité. Est-ce qu'il va se faire des nouvelles bâtisses sur ce terrain-là? Est-ce qu'il va y avoir d'autres bâtisses qui vont se faire? À ma connaissance, non. Je veux dire, ils pourraient se faire une remise s'ils ont besoin d'une remise, mais il n'y aura pas un autre bâtiment principal, là. Donc, tout se fait à même la résidence actuelle qui est là. Si jamais c'est vendu, ça ouvre la porte. Bien, ça reste dans l'activité. Il faut que ce soit dans l'activité qui est définie. Donc, ça reste que c'est l'usage qui est là. Mais je comprends tout à fait votre questionnement, vos inquiétudes, puis on va répondre à vos avec précision. C'est quoi le mot du vote là-dessus? Excusez-moi, la question était... J'ai pas eu le temps d'écrire. En fait, je peux peut-être mentionner que, considérant les commentaires qui sont nommés ce soir à l'Assemblée de consultation, il n'y aura pas l'adoption du second projet ce soir. Donc, ça va donner le temps de regarder les questions, de répondre aux questionnements additionnels. Puis, à une prochaine séance, pourrait revenir le projet de règlement pour ensuite arriver avec un vote potentiel. Là, mais pour le moment, la date, elle n'est pas définie. Puis, on va vous... Je reviens encore. Est-ce que vous ne pourriez pas aviser tous les résidents, s'il vous plaît? Y a-t-il un moyen d'aviser, là, s'il y a des affaires publiques, que le monde ne lit pas le journal? Moi, j'aimerais bien que tous les résidents au bord du lac Évin soient avisés de ça et qu'ils aient le droit de vote. Bien, en fait, c'est soumis à l'approbation référendaire. Oui, ce que Mme mentionne, c'est qu'elle souhaiterait que chaque citoyen concerné soit avisé de façon individuelle, ce qui est actuellement pas prévu dans les processus. Là. Fait que ça, je vous laisse ça. Mais... je ne sais pas si ça peut... Parce que, en fait, les personnes qui sont visées par, quand on se rend à l'autre étape des personnes habiles à voter, c'est les gens de la zone concernée et aussi toutes les zones contiguës. Donc, vous comprendrez que des fois, dans certains cas, ça peut représenter plusieurs propriétés. Par contre, dans le second avis de public qui serait publié, il va y avoir les éléments à respecter pour présenter une demande d'approbation référendaire. Et ça, je pourrais vous l'envoyer là, aux deux personnes qui ont intervenu ce soir. Il y a un petit guide dans la prise de décision en urbanisme qui explique comment déposer une demande si on se rend à cette étape-là. Puis les dates, peut-être, on pourra, Cédric, les publiciser. Sur le site Web, l'information est là aussi. Merci. Alors, toujours pour le même... Bonjour. Oui, bonjour. Mon nom est Jean Sigouin.
résident du Lac-Évin au 1060 chemin des Merisiers. Nous y habitons en permanence depuis 10 ans et nous occupons les lieux depuis 1980. Alors, au cours de ces années, toutes les situations m'amènent à vous poser des questions. Parce qu'au cours de ces années, j'ai appris par le ministère des Richesses naturelles que le lac était saturé. À ce jour, on n'a pas de confirmation que c'est la prise de position de la Ville qui va respecter ça. Le ministère de l'Environnement, à l'époque, avait décidé de mettre des règles sur l'implantation de résidences autour des lacs, puis ils ont jugé que le lac Évin, selon sa grosseur, il avait atteint le maximum de pression humaine. Ça m'a été dit 2 fois au ministère des Richesses naturelles et ça m'a été dit par votre ancien employé, Luis Gonzalez, avant qu'il se lance en élection. Ça, c'est une question qui me préoccupe beaucoup parce que lors du dernier conseil, qui nous est apparu, une situation qui nous est apparue par le citoyen parce qu'on était chanceux de l'avoir dans nos boîtes, parce qu'habituellement, une fois sur 2, on ne le reçoit pas, le citoyen. Vous avez mentionné au dernier conseil municipal que vous étiez préoccupé par la détérioration de la qualité des eaux du lac Évin et du lac Long. Alors, la dérogation qui nous occupe aujourd'hui m'amène à me poser la question, est-ce que ça ne va pas donner les coups des franges pour quelqu'un d'autre de venir développer quelque chose, arriver avec des beaux projets puis des études environnementales, parce qu'on sait bien que l'entreprise privée qui présente des études environnementales, c'est toujours favorable à leur projet. C'est jamais favorable à l'environnement. L'environnement, c'est toujours la dernière chose qu'on se préoccupe quand il est question de pécunier, de raisons pécuniaires. Alors, devant ces faits-là, vers quoi on s'en va dans l'avenir? Et pourquoi toutes ces interrogations-là? C'est parce que dernièrement, j'ai vu une carte qui provenait de la Ville, un projet où on prévoyait augmenter des résidences sur certains lacs. Alors, je me dis, les coupes forestières vont faire des chemins. Est-ce que ça ne donnera pas la facilité pour décider, ah, ben là, on est près des résidences, on est près des terrains libres, on va créer des chemins facilement parce que les compagnies forestières ont déjà débroussaillé, ont déjà coupé le bois. Fait que c'est toutes des inquiétudes qui viennent s'ajouter au comité des riverains. Vous savez, quand on fait pipi dans l'eau chez nous, ça coule au Parlement à Québec. Elle est bonne, celle-là, hein, je vais la retenir. Fait que si eux autres ne sont pas responsables à l'autre bout, ben, c'est nous autres qui avons le gros bout, là. C'est bon. Fait que, on a un but commun, les résidents du lac Évin, du lac Long, de tous les lacs environnants. On ne s'en va pas là pour entendre le bruit, on s'en va là pour écouter le silence. Puis avoir la quiétude. Voilà. Merci. Merci, M. Sigouin. La devise, belle et rebelle, c'est le temps d'être rebelle pour rester belle. J'aime bien vos jeux de mots. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires en lien avec cette modification de zonage? Sinon, on y va pour l'autre assemblée de consultation pour les conditions d'émission de permis de construction. Donc, le troisième projet de règlement ce soir concerne le projet de règlement 2023-1240, donc qui vient modifier le règlement sur les conditions d'émission des permis de construction, notamment au niveau des conditions relatives à l'adjacence à une rue publique, puisque le règlement prévoit déjà certaines exceptions. Donc, c'est pour venir clarifier certains éléments du règlement pour fin d'application, pour faciliter et clarifier les éléments. Donc, une des conditions de base pour l'émission d'un permis de construction, c'est que le terrain doit être adjacent à une rue publique. Ça, c'est ce qui est prévu à l'article 15 du règlement.
Cependant, il y a des exceptions au niveau de cette adjacence-là qui prévoient que ça peut aussi être accessible par une rue privée, mais sous certaines conditions. Notamment, au niveau des conditions, il faut que la rue privée soit existante depuis avant janvier 2016 et le terrain à construire doit aussi déjà être cadastré avant janvier 2016. Donc, vraiment avoir un numéro distinct au niveau du cadastre. Donc, comme je mentionnais, la modification vise à venir modifier le libellé de la réglementation pour venir clarifier au niveau de l'exception pour la rue privée, parce qu'il y a certaines rues qui ne sont pas cadastrées. Donc là, ça vient poser un problème d'interprétation au niveau de la notion d'adjacence. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que l'article 15, qui est libellé comme suit, là, donc au niveau du paragraphe 9, on dit « Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent à une rue publique conforme aux exigences du règlement de lotissement, à l'exception des cas suivants. » Donc, le libellé proposé pour l'un de ces cas, c'est au niveau du sous-paragraphe G. Donc, on prévoit, c'est la partie en rouge là, qui est modifiée dans le texte. Donc, on dit qu'une construction d'une résidence ou d'une résidence saisonnière, y compris leur dépendance, sur un terrain privé, sous respect des conditions suivantes. Le terrain a été cadastré avant le 29 janvier 2016 ou décrit dans un acte enregistré par des tenants et aboutissants avant le 9 mars 1984. Donc, ça reste tel quel, il n'y a pas de modification. Où on vient faire la modification, c'est vraiment au niveau de l'accessibilité. On dit que le terrain doit être accessible par une rue privée existante avant le 29 janvier 2016 et que dans le cas d'une construction d'un nouveau bâtiment principal, cet accès-là au terrain à partir de la rue privée doit être inscrit dans un acte enregistré avant l'émission du permis. Donc, on veut s'assurer que la personne va avoir un droit de passage pour passer sur ce chemin privé-là. Donc, c'est pour venir régulariser des cas où le terrain est déjà cadastré, donc c'est déjà des terrains qui avaient été prévus pour construire, mais c'était vraiment au niveau de l'adjacence au terrain qu'on est venu changer le mot par accessible, puisque le terrain, comme le chemin est privé, des fois, il fait partie d'un lot plus grand. Il n'y a pas un cadastre distinct pour cette rue privée-là. C'est ça qui posait une problématique au niveau de l'interprétation là, quand venait le temps de délivrer les permis. Donc, c'est ce qu'on va venir clarifier. Donc, au niveau du cheminement du projet de règlement, il y a eu l'avis de motion et le premier projet de règlement le 20 février 2023. Par la suite, l'avis public dans les journaux le 1er mars 2023. Aujourd'hui, le 13 mars, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, le Conseil pourrait adopter ce soir le projet de règlement, puisqu'il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire pour ce règlement-là. Et alors, il y aurait une entrée en vigueur le 21 avril 2023. Est-ce qu'il y a des commentaires en lien avec ce projet de règlement? Sinon, nous pourrions y aller pour la dernière Assemblée de consultation publique. Donc, le dernier projet de règlement ce soir concerne le projet de règlement 2023-1235 qui vient modifier notre règlement de zonage 2014-844 et qui concerne la zone 50-56 dans le quartier de McWater, dans le secteur du Vieux-Pont. Et on vient faire une modification à la grille des spécifications. Donc, le secteur visé, tel que je mentionnais, il est illustré ici là, sur la carte. Donc, on est vraiment dans le secteur du Vieux-Pont, donc entre la rivière Kinojévis et le chemin Paiement, et au sud, là, durant Mont-d'Or. Donc, ça correspond à la zone 50-56 que l'on voit ici illustrée en jaune sur la carte. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir juste autoriser un type de structure qu'on permet pour les constructions et les usages déjà autorisés dans cette zone-là. C'est de venir permettre ce qu'on appelle les structures jumelées. Donc, au niveau des usages en tant que tels, il n'y a aucune modification. Donc, c'est tous les mêmes usages qui sont déjà autorisés, donc la résidentielle faible densité, maison mobile,
autres activités qui sont déjà permis dans la zone. Et ce qu'on vient vraiment changer dans la grille, c'est au niveau de la structure. Donc, présentement, on permet que de la structure isolée, donc vraiment une bâtisse qui est comme indépendante. Et là, ce qu'on va venir permettre, c'est une structure jumelée. Et ça, c'est au niveau des habitations. Donc, ça va permettre en fait qu'il y ait un mur mitoyen pour une construction adjacente. Et à ce moment-là, on va venir fixer une marge de recul latérale à 0 mètre pour ce mur mitoyen-là. Et on va venir aussi ajouter une note spécifique pour venir préciser que la structure jumelée peut être combinée avec un usage dérogatoire qui est protégé par droits acquis. Donc, s'il y a une construction dans la zone qui a déjà un usage qui est protégé par droits acquis et qui veut venir s'adjoindre une autre partie, un usage qui est conforme à la réglementation avec un mur jumelé, bien, ça sera permis. Et bien entendu, il faut aussi que le règlement de lotissement soit respecté. C'est-à-dire que quand on a une construction mitoyenne, bien, les deux lots qui sont mitoyens, ils ont chacun aussi leur propre lot et doivent respecter les règles de lotissement. Et quand on est dans des secteurs non desservis, bien, dépendamment si on est en bordure d'un plan d'eau ou pas, ça varie entre 4 000 m² et 5 000 m² de terrain. Donc, ça va être dans des cas très particuliers qu'il pourra y avoir ce type de construction-là. Donc, ça émanait d'une demande de quelqu'un qui avait un projet. Donc, c'est pour ça qu'on vient faire cette demande, cette modification réglementaire-là. Donc, au niveau de la procédure d'adoption, avis de motion et premier projet de règlement ont été déposés le 6 février pour ce projet de règlement-là. Ce soir, l'avis public de consultation a été publié le 15 février et ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, il pourrait y avoir l'adoption du second projet de règlement, le cas échéant. C'est une disposition qui est susceptible d'approbation référendaire. Et par la suite, il y aurait l'avis public pour les personnes habiles à voter. Si le processus normal suit son cours, il y aurait une adoption finale le 17 avril 2023 pour une entrée en vigueur le 26 mai 2023. Merci beaucoup, Mme Banville. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Bon, mais sinon, le processus suit son cours. Merci beaucoup. Beaucoup de travail, beaucoup de présentations. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter la séance régulière du Conseil de ville. Alors, bonjour tout le monde qui se joint à nous. Alors, bonsoir pour ceux qui quittent. Bonne soirée. Alors, en 1, l'adoption de l'ordre du jour avec quelques changements, Mme la greffière. Oui, donc dans les affaires générales, une résolution concernant l'acquisition du terrain pour le futur centre aquatique. Dans les affaires politiques, d'autres dons et subventions ajoutés au niveau du fonds garderie du CLD, au niveau du soutien aux grands événements dans le cadre de la politique de soutien aux organismes et pour le championnat de curling qui aura lieu prochainement. Ensuite, dans les affaires politiques, toujours autorisation au ministère des Transports concernant les travaux de réfection du pont dans le secteur de Montbrun. Et dépôt au programme d'aide aux nouvelles mobilités, donc une demande d'aide financière. Dans les procédures administratives, une résolution qui va modifier les conditions liées au permis de stationnement pour touristes. Dans les projets de règlement, suite aux assemblées de consultation qui ont lieu précédemment, 3 règlements qui seront adoptés ce soir. Donc, second projet pour le règlement concernant la zone dans le secteur de McWaters, le règlement concernant la démolition d'immeubles et le règlement concernant les conditions d'émission de permis pour le terrain cadastré avant 2016. Et également le retrait du point 8.2.2. Il y a des validations additionnelles à faire quant à Beauce Carnaval 2023. Alors, proposeur appuyable pour cet ordre du jour modifié. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. En 2, l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 20 février 2023. Vous en avez pris connaissance, si ça convient. J'en fais la proposition. Excuse-moi, Sébastien Côté. Je l'appuie, Samuel Ramsey. Merci beaucoup.
au point statutaire au niveau de la qualité de l'air, bien, on sait que c'est cette semaine que le ministre de l'Environnement sera à Rouyn-Noranda pour annoncer la nouvelle autorisation d'assainissement à la Fonderie Ronde. Alors, des informations attendues par tous. De plus, je voulais informer la population qu'aujourd'hui, nous avons transmis à nos partenaires une demande d'appui pour le plan de valorisation que nous avons acheminé au gouvernement qui vise à compenser, si on veut, les impacts négatifs des émissions toxiques de la fonderie. Il y a de graves conséquences sur la santé et sur l'environnement, mais aussi tout le débat national sur les rejets de contaminants dans l'atmosphère ont affecté aussi l'image de la ville. Donc, la mobilisation du milieu, c'est incontournable pour redonner à Rouyn-Noranda la reconnaissance de ses qualités inestimables. Alors, on croit vraiment qu'il faut que des actions porteuses soient entreprises rapidement. Dans l'ensemble, notre plan de valorisation qu'on a déposé profitera à la collectivité en incluant des projets environnementaux, des actions pour la santé, des solutions innovantes pour retrouver la capacité d'attraction de notre territoire. On a aussi été interpellé, c'est bien sûr, en lien avec le dépôt de poussière dans certains quartiers de la ville, notamment près du lac Pelletier, dans le quartier Vieux-Noranda, à quelques autres endroits. C'est certain qu'on a fait parvenir à la direction de la santé publique une lettre avec nos préoccupations. Là, il est important de mentionner que le dossier est actuellement entre les mains de la fonderie, du ministère de l'Environnement et que la santé publique aussi collabore au dossier. C'est vraiment des incidents qui nous inquiètent. Puis on veut avoir des réponses aussi. On a demandé d'avoir des réponses sur la nature de ces émissions-là. On a demandé à savoir quelles mesures ont été prises pour réduire la propagation, quels sont les risques de la santé, puis pour protéger la santé de nos citoyens. Donc, ça nous inquiète et on doit trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. Alors, ça fait le tour au niveau du point de la qualité de l'air. Alors, nous en sommes rendus aux demandes des citoyens. Si vous êtes présents dans la salle et vous souhaitez vous adresser au conseil, vous êtes invités à vous approcher et à vous adresser au conseil. Sinon, bien, on a reçu des demandes par écrit. Alors, rapidement, on a reçu une demande de Mme Zoé Lévesque. Ah, bon, d'accord. Oui. Bien oui. Votre nom? Charles-Étienne Dany. J'ai préparé un petit speech parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Donc, je commencerai par « Bonjour tout le monde. Moi, c'est Charles-Étienne Dany. Je suis un gars de Rouyn-Noranda, j'ai toujours vécu à Rouyn-Noranda. Puis aujourd'hui, je suis venu ici pour parler d'un projet qui, je pense, va intéresser Rouyn-Noranda. On sait que le prix de l'épicerie a monté, puis fait que monter en ce moment. Puis ça touche tout le monde, surtout les plus démunis. Une solution qu'un groupe d'études appelé la Communo-Serre étudie en ce moment est la serre urbaine. On voit apparaître des projets de serres urbaines communautaires partout au Québec, comme à Radisson, au Cap de la Madeleine, à la Baie des Sables et plein d'autres, dont Montréal qui en a plusieurs, et même à Clerval, dans le coin de La Sarre. Le gouvernement de Legault veut en plus doubler la superficie de serres dans le Québec avant la fin de son mandat. À Rouyn-Noranda, plusieurs jardins communautaires sont déjà en place et sont très populaires, ce qui m'amène à me demander pourquoi ne pas avoir une serre communautaire ici à Rouyn-Noranda, sous forme de projet pilote. Une serre communautaire implique une place de marché pour vendre ses produits, mais aussi d'autres produits essentiels comme des légumes régionaux, des fruits et d'autres produits essentiels selon la demande. La serre accueille aussi un pôle d'éducation, que ce soit pour permettre aux écoles primaires et secondaires de montrer aux jeunes c'est quoi cultiver la terre, ou que ce soit pour en faire des ateliers ou des formations plus spécialisées pour les élèves du DEP agricole ou d'AEC agricole au cégep. L'important est que la serre doit être faite dans un quartier accessible
pour un transport collectif et intéressé par la proposition. Une participation citoyenne est nécessaire pour un tel projet et c'est pourquoi il faut s'assurer que l'intérêt du quartier est présent. En plus d'une serre communautaire avec un plan... Excusez-moi. En plus, une serre communautaire a un plan zéro déchet qui tend à cuisiner les invendus du marché dans des bols de quartier à bas prix, vendus par exemple au Bernard Hamel. Tout ça pour dire que je crois qu'une serre communautaire serait un projet novateur et dans les valeurs de la ville qui souhaite se verdir, justement. Merci. Merci. Merci, Monsieur Dany. Ça me fait penser un peu, je ne sais pas, Monsieur Girard, ça me fait penser un peu à notre fabrique à légumes. C'est une serre communautaire. C'est un projet qui est venu de la communauté, qu'on a supporté et qui fonctionne. Et fait que ça, c'est le genre de projets communautaires qui peuvent nous être présentés et qui sont analysés. Ouais, la fabrique à légumes à Montbrun, je vous invite à visiter. C'est vraiment génial. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Oui. Oui. Bonjour. Je me présente, Michel Scutetti-Wallet. J'habite au 16A rue Monseigneur-Réaume-Ouest. Je viens vous parler ce soir. En guise d'introduction, laissez-moi vous citer Bilbo, un artiste gaspésien qui chante Marchand de sable dans son album Hécatombe. Il dit « J'aimerais avoir, si vous le pouvez, un peu de temps de se réveiller. » Bilbo. D'abord, Madame la mairesse et toute l'équipe, merci pour la patinoire sur la Réaume. J'avais demandé le 19 décembre, là, ça a été fait, puis vous avez à cœur le bien-être des citoyens. Merci aussi pour la prise de position en faveur des coopératives d'habitation. J'ai vu publiquement que vous étiez favorable. Il y avait un petit flou. Quand est-ce qu'ils auront-ils un terrain? Est-ce que vous pouvez donner un objectif avec une date précise comme objectif, c'est-à-dire mai 2023, décembre 2023 ou en 2035 quand le Romano Fort va décoller. Excusez-moi, j'essaie de faire un petit peu d'humour. Pour faire le suivi de ma demande, aussi dans ma demande le 19 décembre, je me demandais s'il y avait eu un budget d'allouer à Mère au Front, Rouyn-Noranda et leurs alliés. Aussi, les analyses de la semaine passée seront rendues publiques et remarquez que ceci n'est pas une question. Je me cherche un emploi, je me demandais si je suis artisan de changement, j'ai une formation spéciale, un parcours assez atypique. Je ne sais pas si vous cherchez un artisan de changement, je ne sais plus où aller cogner pour me créer un poste sur mesure. Un gars s'essaye. Je viens vers vous pour vous poser une question, mais d'abord, j'ai fait un... J'ai fait un arbre à problème. C'est une technique artisan de changement, comme je parlais en introduction. C'est sur l'extractivisme colonial. C'est vraiment faire un schéma d'une problématique donnée pour en trouver les cercles vicieux. Juste à brûle pour point, j'ai constaté que le monde municipal était entretenu dans un cercle vicieux par l'extractivisme colonial. Donc, ça vous cause des problèmes, ça cause de la division sociale. Ici, j'ai remarqué, il y a une démocratie déraillante. Après ça, il y a de la partisanerie. Après ça, il y a des luttes de pouvoir. Il y a une divergence d'opinion. La divergence d'opinion politique mène à permettre l'extractivisme colonial. Je fais sommaire, là, vraiment. Vous pourrez le consulter vous-même. Et après ça, il y a la division sociale. Et après ça, il y a des incidences politiques, comme l'apathie politique. Puis après ça, on se ramasse encore à la démocratie déraillante. Ce qui arrive que la problématique... Donc, même si on s'adresse au conseil de ville, même si on fait des manifestations, même si ces cercles vicieux-là ne sont pas solutionnés, et ça, c'est le troisième arbre. On fait un arbre à problème, arbre à partie prenante et un arbre à solution après.
j'ai des solutions pour emmener aussi. Et donc, c'est ça, je vous en ai imprimé. Peut-être les distribuer, vous pourrez... je vais terminer en vous posant ma question pour laquelle je viens ce soir. On a vu qu'il y avait le 15 mg qui était fortement arrivé ce soir. Ben, dans l'air, apparemment que ça s'enligne pour un 15 mg renouvelé. C'est les rumeurs de mon paradigme de connaissance, selon mes informations. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre le gouvernement du Québec pour atteindre aux droits de sécurité, de santé, de négligence? Et en plus, cela pourrait faire, considérant que cela pourrait faire jurisprudence. Ce serait doucement rebelle. Merci beaucoup. Merci, M. Dany. Merci. M. Dany, non? Ouellette. Oh, M. Dany, c'est monsieur avant. Désolé. Désolé. Pourquoi j'ai écrit ça? Excusez-moi, M. Ouellette. Merci pour le document. Puis, comme je disais tout à l'heure, les rencontres, l'attestation, le dévoilement de l'autorisation ministérielle, bien, ce sera cette semaine. Alors, on attend de voir tous les détails de cette autorisation-là. Merci. Merci. Désolé de vous avoir mal nommé. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Alors, je vais prendre les demandes écrites que nous avions reçues rapidement. Madame Zoé Lévesque, que je disais tout à l'heure. Donc, Madame Lévesque, rapidement, nous écrit « J'aimerais savoir pourquoi la Ville enlève la quasi-totalité des poubelles durant la saison hivernale. Nous sommes une ville nordique qui est couverte de neige pour quasiment la moitié de l'année, et ce depuis toujours. Les gens qui ont des chiens ne ramassent plus leurs excréments de chiens, puisqu'il n'y a jamais de poubelle à proximité. Ceux qui les ramassent finissent par laisser traîner le sac quelque part, les déchets de café pour apporter, les emballages, les mégots de cigarettes. Tout se retrouve tous par terre dans notre belle ville. Les 3-4 poubelles qui demeurent à leur place ne sont pratiquement pas accessibles en raison de la neige depuis. Pour cette partie-là, parce qu'il y a une autre question, là, je veux juste dire, pour la partie des poubelles, effectivement, elles sont retirées en période hivernale, parce que vous l'avez vu, là, vous dites qu'il y en a 2-3, puis sont difficilement accessibles. C'est pas évident pour les opérations de déneigement et tout ça. Puis la collecte en hiver, ben, c'est aussi des coûts quand même importants. Puis la collaboration, je l'ai dit à quelques reprises, mais la collaboration des citoyens est requise, est demandée pour que chaque citoyen soit responsable de ses déchets qu'elle génère. Dans le fond, les gens, l'habitude à prendre, c'est de ramener nos déchets chez soi. Alors, en milieu rural, les gens qui promènent leurs chiens n'ont pas de poubelle. Il faut rapporter les déchets chez soi. Puis j'ai le goût, parce que j'ai fouillé aujourd'hui pour vous dire que, juste pour vous dire qu'à Tokyo, mondialement, une ville mondialement reconnue pour sa propreté, bien, trouver une poubelle publique est digne d'une chasse au trésor. Mais le sans poubelle publique, là-bas, c'est un mot d'ordre. Alors, le besoin vital de propreté, les autres, c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Alors là-bas, les gens traînent leurs sacs, ramènent leurs déchets. Je sais qu'on n'est pas rendu là, mais c'est aussi ce qu'on vise. Dans notre plan aussi de gestion des matières résiduelles, c'est ce qu'on vise. Alors, ça se peut qu'au lieu d'avoir plus de poubelles, il y en ait moins. Il faut ramener les choses chez soi. Ensuite, on a Mme Estelle. Ah oui, excusez-moi, puis il y avait une deuxième question pour Mme Lévesque. Merci. Alors, ce qu'elle dit, pourquoi les trottoirs, les marches ne sont pas déneigés? On a un nouvel observatoire au Parc Témoin qui ne peut être utilisé en période hivernale. Je marche pour me rendre au travail, pour faire mes achats, et c'est désolant que la Ville n'encourage pas ce moyen de transport en nous aidant avec un déneigement adéquat. À défaut de me répéter, nous sommes une ville nordique et nous devons nous adapter en conséquence et pas nous limiter. Mais
nous, c'est sûr que les déplacements actifs, c'est au cœur des préoccupations de la Ville. D'ailleurs, on a adopté, justement, Mme Carignan, Mme Turgeon, un plan de gestion des déplacements pour nous doter justement d'une vision à long terme sur comment on peut encourager et faciliter les déplacements actifs à pied, à vélo et tout ça. Et pour la première fois cette année, nous avons déneigé la promenade Agnès-Dumoulin. C'est un projet pilote. On a fait ça en collaboration avec le club de motoneige et pour la première année aussi, nous avons déneigé sur les terrains qui nous appartiennent. Peut-être, il y a certainement lieu d'améliorer, peut-être, puis d'allonger certaines sections. On va faire le bilan. Et puis après ça, on pourrait approcher certainement le CISAT pour voir comment on pourrait aussi bonifier l'offre l'an prochain. On retient vos commentaires. Et donc, c'est ça. Mais c'est important pour nous aussi. Et il y avait Mme Estelle Aumont qui disait qu'elle vit en logement et qu'elle demande s'il serait possible d'augmenter les avis d'infraction qui concernent les voisins bruyants pour qu'enfin certaines personnes comprennent et respectent mieux la vie en communauté. Et puis, c'est ça, elle trouve ça difficile, puis elle nous demande vraiment d'intervenir. Et puis, ce qu'on a répondu, mais on tenait quand même à le dire publiquement, c'est que c'est la Sûreté du Québec qui a le pouvoir d'intervenir en la matière au niveau du maintien de la paix et du bon ordre. Ou encore, ça peut être le tribunal administratif du logement si c'est un locataire d'un même bâtiment et tout ça. Et on vous invite vraiment, s'il y a des problèmes semblables, à contacter la Sûreté du Québec. Donc, moi, ça fait le tour des demandes. Il y a également une demande de Mme Cousineau. OK, il n'est pas. OK, ici. OK. J'aimerais poser une question à... Chance d'être là ce soir, Mme Tousignan. J'aimerais poser une question à tous les membres du Conseil, à savoir quel est le but de bloquer des revenus potentiels à la Ville de Rwanda pour satisfaire une dizaine de personnes qui utilisent le sentier pédestre dont je suis voisine. Dans mon projet, en plus de protéger les loisirs par un contrat notarié pour l'utilisation des terres, le sentier pédestre, je pouvais vendre des terrains en façade, ce qui aurait donné des revenus additionnels à la Ville. Et finalement, j'aurais eu accès aussi au financement agricole pour mes projets futurs. Alors, tout le monde était gagnant. Dans le cas présent, les seuls gagnants sont les quelques personnes à utiliser le sentier pédestre. Donc, je n'arrive pas à comprendre l'incompréhensible et j'aimerais expliquer mon point de vue devant le Conseil. Donc, je croyais que Mme Cousineau serait ici, mais quand même, la réponse, on en a discuté. On parle ici d'une volonté de Mme Cousineau d'acquérir des terrains qui sont adjacents au sentier pédestre à Baudry. C'est Baudry. Et puis, le Conseil vraiment maintient sa décision de dire qu'on veut protéger. On veut protéger les sentiers. C'est pour cette raison-là qu'on ne souhaite pas vendre ces terrains. Et la Ville n'est pas tenue de vendre des terrains lorsqu'elle le juge à propos. Alors, c'est vraiment dans le but de protéger les sentiers que nous n'avons pas accédé à la demande. Ça répond, M. Laplante? Alors, est-ce que ça va, madame? Ça va. D'accord, merci. Excusez-moi. Alors, Madame Carignan, nous avons des dérogations mineures. Oui. Donc, nous avons 2 dérogations ce soir, 2 avis favorables, donc je vais les faire une après l'autre. Au 527 Avenue La Rivière, présenté par Mme Isabelle Dion, un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une enseigne sur potence. On va les faire en bloc. Au 70 maintenant. Au 70 Avenue Pelletier, présenté par Mme Annie Boudreau et M. Serge Dorion, un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une thermopompe. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle en lien avec ces 2 dérogations? Non? Je l'appuie. Sébastien Côté. Merci. aux affaires générales, M. Chevalier.
Oui, Mme Dallaire. Donc, la liste du personnel engagé, cette semaine, on parle de 10 personnes qui sont des réservistes occasionnels, qui sont des animateurs. Donc, 10 personnes. Par la suite, embauche de Mme Karen Audette, trésorière et directrice des services administratifs. Mme Audette détient un diplôme d'études en sciences comptables et possède son titre de comptable professionnel agréé de l'Ordre des CPA. Pendant près de 2 ans, elle a travaillé chez Raymond Chabot Grant Thornton et depuis juillet 2020, elle travaille pour le Centre local de développement en tant que directrice des services financiers et administratifs. Bien heureux de son embauche. Alors, est-ce qu'on peut... Vous pouvez y aller en bloc. En bloc, d'accord. Par la suite, les nominations. Donc, Mme Tania Juteau, technicienne à la comptabilité 3 aux immobilisations. Mme Juteau a été embauchée à la Ville de Rouyn-Noranda le 16 juillet 2012 en tant qu'agente à l'administration 2. Elle a été nommée au poste de technicienne à la comptabilité 3 générale en août 2022 et elle possède une attestation d'études collégiales en comptabilité et elle étudie présentement pour compléter une attestation d'études universitaires en sciences comptables. Nomination de M. Kevin Filteau, chargé de projet aux immeubles. M. Filteau possède une formation en génie de la construction, en plus d'un diplôme d'études collégiales en technique de génie civil. Il a été embauché à la Ville de Rouyn-Noranda le 5 mai 2014 en tant que technicien en génie municipal, poste qu'il occupe encore à ce jour. Toutefois, de 2018 à 2021, il a occupé le poste de contremaître voirie. Par la suite, autorisation de signature d'un contrat de travail pour Mme Joline Vallière. Et modification du titre de la fonction d'électricien et préposé à la signalisation par électricien, groupe des cols bleus. Alors, pour le point gestion du personnel. On fait la proposition, Yves Trollet. J'appuie la proposition, Cédric Laplante. Merci beaucoup. On me demande simplement de mentionner que pour Mme Audet, l'entrée en fonction sera seulement en septembre pour des considérations comptables. Donc, juste de mentionner que l'entrée en fonction ne sera pas immédiate. C'est ça. Bon point, Mme Tousignan. Donc, Mme Audet sera avec nous à temps plein à partir de septembre prochain. Alors, pour les octrois de contrat. Oui, contrat de fourniture, entreposage, installation et changement saisonnier de pneus de véhicules légers à pneus GBM incorporés au montant de 104 249,40 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Acquisition d'un tracteur destiné à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda, contrat octroyé de gré à gré à Mégacentre Kubota au montant de 70 339,41 $, taxes incluses. Acquisition d'une camionnette 4x4 destinée à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda, contrat octroyé de gré à gré à Parking Ford Limité au montant de 93 250,47 $, taxes incluses. Acquisition d'équipements d'éclairage de l'aire de trafic à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda, contrat octroyé de gré à gré à ADB Safegate Canada Incorporé au montant de 83 005,65 $, taxes incluses. Fourniture et installation d'éclairage au bâtiment d'entretien à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda, 62608888, Canada Inc., Tousignan électrique, au montant de 52 859,76 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Nettoyage et inspection par caméra de conduite d'égout 2023 à Can Explore Incorporé, au montant de 214 549,10 $. Taxes incluses étant la plus basse conforme. Service opérationnel visant une étude service professionnel, visant une étude opérationnelle de l'aire de trafic et de développement des terrains à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Contrat octroyé de gré à gré à Gestion Aérotech Incorporée au montant de 82 437,08 $, taxes incluses. Service professionnel visant une étude géotechnique et support au marquage du tablier de l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. Contrat octroyé de gré à gré à Norinfra Incorporé au montant de 88 486,37 $, taxes incluses. Finalement, acquisition d'une niveleuse à Brandt Tractor Limité au montant de 771 381,07 $, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, Benjamin Tremblay. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci.
Annulation de la vente du lot 6 519 914 au Cadastre du Québec en faveur de Mme Julie Leclerc et M. Tommy Jason, suite au désistement des citoyens, résolution numéro 2022-701. Autorisation de signature de la Convention de soutien financier et le rapport final du programme soutien financier l'UNIC 2021-2024 de loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue. Autorisation de signature de l'entente concernant l'utilisation de données phoniques sensibles avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP. Oui, c'est ça. Autorisation de signature de l'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, le CCIARN, pour le parrainage d'un extra. Et finalement, Centre aquatique, confirmation de l'intention de la Ville de devenir propriétaire de la parcelle du cégep et autorisation de signature des documents à cet effet. Alors, proposeur, Pierre. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Au niveau des sujets des membres du Conseil, Mme Turgeon. Oui, Madame la mairesse. Alors, pour une troisième année consécutive, la Ville de Rouyn-Noranda revient avec son projet de ruelle verte. Alors, il s'agit de l'aménagement des ruelles. On doit y faire des verdissements. C'est surtout qu'il faut comprendre que c'est un projet collectif qui demande la création d'un comité formé de citoyens. Ceux-ci doivent se mobiliser, leur voisinage, puis afin de proposer un concept d'aménagement qui respecte certaines conditions. Ces conditions-là, les principales, c'est évidemment, c'est de respecter le passage, de permettre le passage des véhicules, tant ceux appartenant aux résidents que ceux destinés aux services d'urgence, au déneigement ou à la collecte de matières résiduelles. Il faut aussi que les ruelles aient une dimension, là, une largeur supérieure à 4,1 mètres pour qu'ils puissent être admissibles au projet. Alors, il y a quand même un échéancier pour pouvoir déposer des projets, c'est-à-dire faire part de son intérêt dès maintenant. Et la période d'inscription, elle va aller jusqu'au 15 mai 2023. Par la suite, il y aura l'analyse et la sélection du projet du 16 au 23 mai 2023. On pourra débuter la plantation en juillet et l'inauguration devrait se faire au mois d'août. Donc, on invite les gens, la population, ceux qui ont des projets. Ça serait intéressant qu'on retrouve des ruelles vertes dans notre belle ville. Alors, bienvenue à tous. Je poursuis? Oui. J'en ai un autre. Alors, le 20 février dernier, on va commencer, je m'excuse. On veut souligner le décès de M. Patrice Clich, qui est décédé le 20 février dernier à l'âge de 94 ans. M. Clich était le cofondateur avec sa conjointe, Mme Julienne Mercier-Clich, du Parc botanique à Fleurs d'Eau. Alors, il faut se rappeler, moi, pour l'avoir vu moi-même au pic et à la pelle, monsieur, pendant des années, on sait que madame est en avant, mais lui a toujours été en arrière, et ça, souvent, on l'oublie. Alors, c'est grâce à monsieur Clich, entre autres, là, il y a eu d'autres gens, mais monsieur Clich, qui est quand même fondateur, demeurait sur l'avenue Dallaire, il voyait ce terrain-là, lui et sa conjointe, et ils ont décidé de faire vraiment un attrait dont on est très fiers à Rouyn-Noranda. On y amène notre visite. C'est vraiment un lieu très, très bien qui s'est poursuivi au cours des années. Alors, le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter nos sincères condoléances à la famille ainsi qu'à Mme Julienne Mercier-Clich. Voilà. Absolument. Et puis, non, c'est plus loin. Hein? D'accord, oui. Madame Ramséoul. Oui, moi, je voulais juste faire un petit suivi, en fait, sur les résidents qui se sont présentés en séance publique du conseil municipal il y a 2 semaines concernant les secteurs de coupe forestière au lac Opasatika. Dans le secteur du lac Opasatika, il y a plusieurs résidents qui nous avaient adressé des lettres, l'Association de riverains également.
puis qui s'était présenté ici en séance publique là, pour nous adresser les préoccupations concernant l'état de santé du lac, l'ampleur des coupes forestières qui étaient envisagées par le ministère. On s'était engagé, Ville de Rouyn-Noranda, à rencontrer le ministère, à faire une demande de rencontre, en fait, auprès du ministère pour aussi adresser nos préoccupations qu'on avait déjà adressées là, par écrit pour la consultation publique. Les gens du ministère ont répondu assez rapidement à notre demande, donc on a été capable de les rencontrer la semaine dernière pour leur adresser les préoccupations que nous avions et que vous aviez aussi, citoyens du secteur du Lac-Opassatika. Ils ont été bien à l'écoute de nos préoccupations là, en termes d'eau de ruissellement, de grands secteurs de coupe, mais aussi de la manière dont les consultations sont menées, les communications qui sont effectuées par le ministère, puis la manière dont c'est fait. Donc, il y a quand même un bon travail de leur côté là, à faire pour ce qui est du secteur de coupe de Lac-Opassatika. Il y aura des nouvelles peut-être plus au printemps et début juin. Mais jusqu'en juin. Hein? Jusqu'en juin. En juin, il devrait revenir avec un peu l'état des lieux là, de ce que ça pourra être suite aux consultations puis aux nombreux commentaires qui ont été acheminés, notamment pour les secteurs de villégiature, les loisirs, les sentiers pédestres, la proximité du lac. Donc, c'est tous des commentaires qui ont été adressés puis qui ont été entendus à notre rencontre. Voilà, c'était juste un petit suivi. Merci beaucoup. En 8.1, M. Beaulieu. Oui, merci, Madame la mairesse. Le 13 mars 2020, on s'en souvient, c'était une date qui, je pense, va rester mémorable pendant très, très longtemps, comme étant la date officielle du début de la pandémie. Il y avait plein de choses qui changeaient énormément à ce moment-là. Et aussi, quand on a vu que tout ça durait, ce qui était particulièrement difficile pour beaucoup de gens, c'était au niveau psychologique. Il y a eu toutes sortes de manifestations de ça, même des gens qui pensaient là, être bien en forme, qui ont été particulièrement atteints aussi par ça. Alors, si ce n'est pas nous-mêmes, c'est nécessairement des proches ou des collègues autour. Alors, depuis ce temps-là, en fait, il y a eu notamment là, le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale à Québec qui se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, puisque évidemment, cette date-là, oui, elle est marquante, mais si on peut s'en servir pour marquer positivement les choses en se disant, on a peut-être fait quelque chose dans notre entourage pour justement favoriser que les gens autour prennent du mieux, mais on peut aussi continuer, évidemment, puis c'est un combat de tous les instants aussi dans la vie de plusieurs personnes. Alors, le mouvement Santé mentale Québec, qui est à la base aussi là, de cette initiative-là. Je propose en fait qu'on puisse se dire aussi, le conseil municipal, emboîtons le pas par rapport à ça. C'est une journée qui peut être marquée justement comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et particulièrement cette année, l'organisation insiste sur un des éléments qui est créer des liens et être bien entouré, puisque, évidemment, au niveau social, de pouvoir compter sur un tissu social qui est solide, c'est un des facteurs de protection parmi les plus importants pour parvenir à passer à travers quand les éléments de santé mentale, des fois, sont un peu fragilisés pour nous ou pour des proches. Alors, mes collègues aussi portent l'épinglette de ça ici pour marquer la journée d'aujourd'hui. Alors, pour chacun qui nous écoutait, si vous pensez à des choses à faire prochainement, allez-y fort. Il y a aussi toutes sortes d'autres choses qu'on peut voir aussi par rapport à ça. Le mouvement Santé mentale Québec, là, gratuitement, il y a plein d'outils qui sont disponibles, que les gens peuvent partager aussi là-dessus. Alors, puis rappelez-vous, bon, on en parle pour une journée, mais c'est bon à l'année. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce sens-là au maximum. Il n'y a pas de perdants quand on s'intéresse à ça. Il n'y a que des gagnants. Donc, allez-y fort. Alors, voilà. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Nous, on est bien entourés au conseil. On a une belle équipe, puis c'est du positif. Ça fait du bien. Il s'agit d'une résolution, donc je présume que M. Beaulieu vous proposez... En fait, effectivement, la proposition qu'on puisse emboîter le pas pour cette journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, l'importance d'être bien entouré.
En 8.2, on a quelques demandes d'autorisation d'événements. Madame Ramsey-Houl. En 8.2.1, on a une demande d'autorisation pour le carnaval d'hiver aux écoles des vins. En fait, la demande nous arrive parce qu'il y a aussi une demande de barrer une partie de la rue Gélina face à l'école pour la journée du 22 mars. Alors, j'en fais la proposition. Je souhaite aussi bonne chance au comité organisateur et à tous les participants qui vont se réunir en grand nombre devant l'école sur la rue Gélina. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Merci beaucoup. Pour le point suivant, Beauce Carnaval 2023, est-ce que ça prend une résolution pour le reporter? Non, en fait, on l'a retiré en début de séance. D'accord, parce que, bon, c'est bon. Alors, on l'a retiré. En 8.2.3, M. Girard. Merci, Madame la mairesse. On a une demande d'autorisation pour la tenue du mariage civil de Mme Émilie Leclerc et de M. Stéphane Aubé. Une demande qui a pour but de pouvoir occuper le Balbuzard et le parc municipal du quartier de Clérici pour la tenue du mariage. La date demandée est le 22 juillet et selon les conditions demandées, j'en fais la proposition. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Houl. Merci. Monsieur Tremblay. Donc, une autre demande d'événement, cette fois-ci par la famille Payman, une famille très importante à McWatters. Ils ont même un rang à leur nom. Donc, c'est une réunion familiale qui aura lieu à la salle communautaire ainsi qu'en utilisant le stationnement et terrain vacant pour tout utiliser l'espace autour du centre communautaire. Donc, ce sera du 4 au 6 août 2023 et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. On a la Commission municipale du Québec qui sollicite l'opinion du Conseil pour certaines reconnaissances de fin d'exemption de taxes foncières. Madame la greffière. Oui, il s'agit de 4 organismes ce soir qui bénéficient déjà d'une exemption et qui souhaitent renouveler cette exemption-là, qui est valable pour 10 ans en vertu des critères de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, les scouts du district du Cuivre pour ses activités au 80-63 avenue La-Rivière, le point d'appui sur la 5e rue, le club d'âge d'or du Cuivre pour ses activités au 215 avenue Dallaire et l'Association pour l'intégration sociale de Rouyn-Noranda au 1249 avenue Granada. Habituellement, le Conseil n'émet pas d'opinion, s'en remet à la décision de la commission municipale. Absolument. Alors, j'en fais la proposition. Madame la mairesse, Cédric Laplante. Puis la proposition, Yves Trollet. Merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, Madame la greffière, on adresse une demande au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Oui, en fait, il s'agit d'une demande pour fin de développement de résidentiel futur, donc une réserve foncière pour le moment. On est en direction vers Baudry, là, à la sortie de la ville. Donc, c'est un terrain qui appartient au ministère et on a déjà adressé une demande. Maintenant, dans le processus, il doit y avoir une confirmation par résolution là, que ce terrain-là, s'il est cédé par le ministère, sera vraiment utilisé à titre de réserve foncière pour fin de développement résidentiel. D'accord. Proposeur. On fait la proposition, Yves Trollet. Je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. On a plusieurs dons et subventions. Madame Carignan, dans un premier temps. Désolée, là. Je me vois. 9.2.1. Oui. Je suis désolée, je me suis étouffée. Oui, justement, au niveau du comité des Rouyn-Norandiens, les nouveaux Rouyn-Norandiens, c'est pour faire suite là, à notre adoption en 2021 d'un plan d'action pour que Rouyn-Noranda soit ville accueillante et inclusive. Et dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, la Ville a créé en 2022 le programme de soutien à certains projets interculturels qui s'adressent aux organismes qui œuvrent sur notre territoire puis qui souhaitent offrir des activités de rapprochement. Donc, il y a eu un premier appel, puis c'est un programme conjoint avec le MIFI. Ça, c'est sûr, avec la Ville. Donc, il y a eu une première lancement de ce programme à travers les organismes du milieu pour présenter des projets. Et l'analyse de ces projets a été faite par en collaboration avec le MIFI et le Comité des nouveaux Rouyn-Norandiens. Et 4 organismes ont été retenus pour obtenir une subvention, dont le Centre entre femmes, la Corporation du concept Alpha. Je donne-tu les montants? Je pense que oui, OK. Le Centre entre femmes, 2 700 $.
La Corporation de concept Alpha de Rouyn-Noranda, 2875,50. La Corporation de la Maison du Moulon, 2947,50. La Chambre de commerce de Rouyn-Noranda pour un 3 000 donc pour un total de 11 523 de subvention. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Madame Ramsey-Houle. Oui, est-ce que vous voulez que je fasse les autres en bloc? Oui, jusqu'à 9.2.7. Je peux toutes les faire. Là. Oui. Il y avait, en fait, la première, oui, 9.2.2, c'est le tour de la BTB, c'est le versement de la contribution pour l'année 2023. C'est une entente qui est bonne de 2021 à 2026. Oui, à 2026, excusez. Pour 2023, on parle d'un montant de 23 000 qui est proposé. En 9.2.3, la Société du 100e de Rouyn-Noranda, il y a un versement aussi de la contribution pour l'année 2023 de 100 000 En 9.2.4, il y avait une modification à la résolution 2023-069 pour le versement au centre plein air du Mont-Canasta. Il y avait un 2319,22 supplémentaires pour compenser les taxes scolaires qui sont... C'est voyons. Quelque chose qui est déjà dans notre entente avec le centre plein air du Mont-Canasta. Donc, c'est juste pour ajuster le montant. En 9.2.5, il y a une bonification du fonds garderie du CLD. C'est un fonds qui avait été mis sur pied là, en collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda par le Centre local de développement pour aider les milieux de garde en privé, oui, en milieu familial, excusez, merci. Donc, on visait au départ, avec ce fonds-là, d'aller chercher un 100 000 au total. On vient bonifier le montant ville d'un 3 000 là, pour arriver à l'objectif initial du 100 000 Donc, bonification de 3 000 ici. En 9.2.6, on a à la politique de soutien aux organismes le soutien aux grands événements. C'est un volet de la PSO qui avait été revu. On souhaite faire des ententes maintenant sur 3 ans pour l'ensemble de nos grands événements qui sont sur le territoire de Rouyn-Noranda. On parle ici du FME, du Festival du cinéma, de Square-Lumière et du Festival des guitares du monde. Donc, les ententes de 3 ans, je vous donne les chiffres totaux, là, mais pour 2023, ça représenterait pour l'ensemble des événements 163 996. Pour 2024, 170 556. Pour 2025, 177 378. Donc, je tiens quand même à souligner qu'on a une belle collaboration là, avec la table des grands événements depuis le renouvellement de la PSO, puis ça vient vraiment combler un besoin qu'il y avait d'avoir des ententes sur plus long terme, puis un petit peu plus stable dans le temps aussi. Donc, c'est une proposition. Et la dernière proposition en 9.2.7, c'est pour le championnat de curling U21. Donc, 4e édition du championnat de curling junior qui va avoir lieu du 26 mars au 2 avril. On parle d'un événement national. Là. Il y a des participants qui viennent de partout au Canada. Il y a 36 équipes qui sont invitées. Une belle visibilité pour Rouyn-Noranda, qui est d'ailleurs le berceau du curling au Québec. Et il y aurait une proposition de leur verser 25 000 pour la tenue de leur événement. Alors, je fais la proposition pour l'ensemble de ces recommandations. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. La mairesse, je voudrais simplement me retirer de la décision de 9.2.6 pour le soutien aux grands événements. Parfait, c'est noté. Alors, merci. Et puis... on souhaite aux organismes et aux organisateurs d'événements tout le succès mérité. En 9.3, Madame Turgeon. Oui, Madame la mairesse. Alors, comme par les années passées, on souhaite autoriser le coordonnateur en sport et plein air à présenter une demande au nom de la Ville, une demande de subvention auprès du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec pour l'ensemencement du lac Noranda. Alors, comme par les années passées, il y a des petits poissons et les gens vont pêcher au cours de l'été. Par contre, on sait qu'il y a l'activité qui se déroule avec l'Association des pêcheurs et chasseurs de Rouyn-Noranda. Ils font une activité annuelle. Alors, j'en fais la proposition. Puis la proposition, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Madame la greffière, on a le MTMD, le ministère des Transports. Le nouvel acronyme, effectivement, du ministère des Transports du Québec. Oui, c'est le ministère des Transports, oui, c'est ça. Demande une autorisation.
Oui, dans le fond, il s'agit, pendant la durée des travaux de réfection du pont dans le quartier de Montbrun, d'autoriser le ministère à utiliser le rang Abidjévis, le rang des ponts et le rang du souvenir pour, à titre de chemin de détour, en fait, pour permettre là, la circulation des véhicules et que le ministère assure la présence de mesures d'atténuation adéquates pour diminuer les impacts et les effets négatifs sur la population locale causés par l'augmentation de l'affluence de l'achalandage accru sur le chemin de détour dû à la fermeture du pont. Et que la signalisation des travaux soit faite en amont du chemin de détour pour informer la clientèle touristique, notamment Parc Aiguebelle et camping de la plage Mercier. Pour avoir enfin un pont, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Madame la mairesse Benjamin Tremblay. Merci beaucoup. Madame Turgeon, pour 9,5. Oui, Madame la mairesse. Alors, on souhaiterait déposer une demande de soutien financier pour qu'elle soit adressée au gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide aux nouvelles mobilités. Que le projet permette la réalisation d'une étude de faisabilité, accompagnement visant à convenir de la meilleure plateforme technologique à mettre en place selon les besoins et la réalité du territoire de Rouyn-Noranda dans le cadre de la refonte du service du transport en commun. Et que le directeur de la vie active culturelle et communautaire soit autorisé à signer au nom de la Ville cette demande. Alors, j'en fais la proposition. Pour nos mots? Je l'appuie. La proposition, Claudette Carrière. Merci beaucoup. Madame la greffière, pour les procédures administratives en 10. Oui, donc l'approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres conformes pour l'étude géotechnique du projet de développement domiciliaire phase 2. On est dans le secteur de Noranda-Nord, donc domaine boréal, effectivement, mais plus du côté là, du chemin Saint-Luc, en fait plus près du chemin Saint-Luc. Donc, il s'agit de réaliser cette étude-là. Là, la Ville a des terrains dans ce secteur-là et souhaite collaborer avec les promoteurs. On fait la proposition, Samuel Ramsey-Hoult. Je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Ensuite, des emprunts au fonds de roulement pour sécurité incendie, achat et remplacement de divers équipements au montant total de 189 000 pour assurer là, le respect des normes et de permettre les interventions sur les feux, notamment. Et au niveau des sports, l'achat d'équipements sportifs pour plateaux sportifs extérieurs au montant de 10 815 $. Si vous permettez, on peut prendre en bloc avec l'autre. Oui. Donc, il s'agit de différents règlements d'emprunt, en fait, d'emprunt au fonds de roulement, pour des projets entièrement réalisés, dont les montants finaux ont été différents des montants initiaux mentionnés aux résolutions. Donc, ça permet par la suite de retourner certains montants au fonds de roulement pour permettre d'autres emprunts éventuellement. Donc, pour les années 2015, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc, de permettre là, de fermer ces projets-là qui sont réalisés. Proposeur. J'en fais la proposition, Madame la mairesse Benjamin Tremblay. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Hoult. Merci beaucoup. Et on a une reddition de compte au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération pour les travaux de rechargement du rang Abidjévis et de mise à niveau du rang des ponts. J'en fais évidemment la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Je l'appuie, évidemment. Au niveau des opérations comptables, Madame la greffière. Oui, donc il a été prévu là, des travaux de rechargement des chemins Louis-Antoine, Robert, Paquet, Bévoisine et du Ruisseau dans le secteur d'Arnfield. Donc, il s'agit de venir attacher le financement pour réaliser ces travaux-là qui sont de l'ordre de 200 000 $. Ensuite, suite à la vidange des boues municipales, donc pour ce qui est des bassins qui reçoivent les eaux usées des égouts municipaux, donc l'appropriation à une réserve financière, les sommes avaient déjà été prévues au budget échelonné dans le fond sur 5 ans, et il s'agit d'aller chercher dans ce fonds-là 922 294 $. Appropriation à l'excédent affecté de l'ex-municipalité de Montbéliard d'une somme de 17 149,7 pour compléter le financement des travaux réalisés au parc Gouin-Grimard. Au niveau de l'excédent accumulé non affecté du centre communautaire d'Arnfield, donc pour permettre là, de boucler le budget des travaux qui ont été réalisés à l'immeuble, 77 394,89. Et finalement, l'appropriation de sommes dans l'excédent accumulé pour les frais d'utilisation par passager, les FUP, pour divers projets à l'aéroport dans le cadre du programme ITAR et Initiative de transport aérien régional. On parle de 164 816 $ qui représente là, la portion de 20 % à être assumée par la Ville.
Donc, pour les opérations comptables, on prendrait une résolution. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Ensuite, autorisation de signature d'une modification de l'assiette de servitude de passage en faveur du lot 6 040 650 appartenant à M. Luc Perrault. On a dans le secteur du rang Kino-Jevis dans le quartier de McWaters. J'en fais la proposition, Benjamin Tremblay. Je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Autorisation de signature d'une servitude de passage pour une conduite d'égout pluvial sur une partie du lot 4 171 292 appartenant à Mme Chantal Beaulé et M. Mario Lessard. On est dans le secteur de l'avenue Victor à Évin. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Houle. Je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci. Ensuite, suite à l'embauche de Mme Marie-Ève Perrault, qui est avocate en décembre dernier, il s'agit d'une demande d'exemption au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, considérant que la Ville bénéficie d'assurance pour ses professionnels, donc d'éviter un paiement au Barreau pour la question de l'assurance responsabilité. Donc, ça prend une résolution qui doit être transmise à l'ordre. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. On a vu le rapport d'activité pour le trésorier. Oui, là, je vous proposerai une résolution parce que j'ai un blanc. Donc, je préfère avoir une résolution. C'est ça que je suis plus certaine. On va faire une résolution. Donc, si vous permettez une résolution, vaut mieux en avoir une que de ne pas en avoir. Donc, pour l'année 2022, dans le fond, le trésorier d'élection doit déposer ses rapports à chaque année au 31 mars de l'année qui suit. Donc, vous avez reçu le rapport d'activité. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Un rapport annuel qu'on doit diffuser. Oui, en fait, ce rapport-là aussi doit être diffusé avant le 31 mars de l'année qui suit. Donc, il s'agit d'un rapport annuel pour l'application du règlement de gestion contractuelle de la Ville. Il s'agit d'une obligation légale. Donc, je vous propose également une résolution pour cet élément-là. Parfait. Proposeur. Proposition, Claudette Carnier. Je l'appuie. Samuel Ramsey-Houle. Merci. On a une correction à faire au procès-verbal à notre résolution, là, c'est ça? Oui, en fait, la résolution 2023-070, malheureusement, des fois, les copier-coller créent quelques erreurs. Donc, il y avait une coquille dans une résolution qu'on a souhaité corriger. Ça ne change pas le sens, ça ne change pas ce qui vous a été présenté. Il s'agit juste d'enlever une référence qui était à une autre résolution, donc qui avait suivi le projet de résolution. S'il s'agit d'un dépôt, celui-là, pas besoin de résolution. D'accord, un dépôt. Et puis, on a une modification des conditions pour les permis de stationnement. Oui, depuis 2012, la Ville de Rouyn-Noranda offre, en tout cas, minimalement depuis 2012, certaines modalités pour les touristes qui viennent à Rouyn-Noranda, donc 3 jours de stationnement gratuit. La résolution, dans le fond, la modification qui doit être apportée, c'est que pour les gens, par exemple, qui arrivaient le vendredi et qui quittaient le dimanche, ne bénéficiaient pas de 3 jours de gratuité, puisque le dimanche, c'est déjà gratuit au niveau des parcomètres. Donc, la modification vient de permettre que si quelqu'un, par exemple, arrive le vendredi, bien, ce sera jusqu'au lundi qu'il pourra bénéficier de la gratuité pour avoir un vrai 3 jours là, gratuits. J'en fais la proposition, celui de Turgeon. Je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci beaucoup, Mme la greffière. Les points sont à l'ordre du jour, étaient chargés aujourd'hui. Monsieur Laplante, on a des recommandations au niveau du Conseil des quartiers d'Anfield. Oui, j'aurais 2 recommandations pour le quartier d'Anfield. La première est la répartition de l'enveloppe des dons et subventions pour le quartier pour 2023. Il y a la proposition du comité du conseil de quartier qui serait le comité des loisirs, 3 200 $, et l'association des riverains du lac Fortune, 2 725 $. Et je proposerai cette première car je dois me retirer de la deuxième recommandation. J'en fais la proposition pour les répartitions d'enveloppes. Et je l'appuie, Benjamin Tremblay. Merci. Pour l'autre? Pour l'autre, je vais prendre la parole. Donc, désignation de Mme Mélanie Nadeau à titre de responsable bénévole pour la bibliothèque du réseau Biblio de Anfield. Vous en faites la proposition. Je vais vous appuyer. Samuel Ramsey-Houle. Merci. Donc, en 12, l'approbation des comptes qui totalise ce soir 13 575 307 $ et 11 sous. J'en fais la proposition. Samuel Ramsey-Houle. Puis la proposition, Yves Trollet.
Et Mme la greffière, je vous cède à nouveau la parole. Oui, donc 2 avis de motion ce soir. Un règlement modifiant le règlement de zonage 2015-844 pour notamment permettre à un producteur agricole ou horticole la vente de ses produits sur un terrain commercial à l'intérieur de zones à prédominance commerciale et de services et des cœurs de quartier et corriger le libellé des articles 159 portant sur la vente de produits alimentaires et 161 portant sur la vente de produits agricoles ou horticoles. Plus d'informations pourraient être fournies sur ce projet de règlement-là lors de la consultation publique qui, de mémoire, aura lieu le 17 avril. Également, règlement modifiant le règlement de zonage 2015-844 pour autoriser l'installation d'enseignes représentant les partenaires municipaux sur des équipements collectifs et autoriser l'affichage de commanditaires à proximité des terrains de jeux et de sport, des parcs et autres activités extérieures comprenant des équipements communautaires. Pour l'avis de motion. J'en fais la motion, Madame la mairesse Cédric Laplante. Merci. Et les règlements. Oui, donc suite à l'avis de motion et le projet de règlement qui a été adopté lors de la séance précédente, adoption du règlement 2023-1238, intitulé Règlement sur la circulation et le stationnement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2023. Ensuite, suite à l'avis de motion précédemment, projet de règlement modifiant le règlement de zonage concernant les kiosques temporaires de vente de produits agricoles et horticoles. Projet de règlement modifiant le zonage concernant les dispositions spécifiques aux enseignes et bâtiments et équipements collectifs municipaux. Suite aux assemblées de consultation tenues précédemment, donc le règlement 2023-1235, c'est le second projet qui concernait la zone à McWaters pour le bâtiment jumelé. Le 2023-1237 concernant la démolition, il s'agit de l'adoption du règlement puisque ce n'était pas sujet à approbation référendaire. Et finalement, le 2023-1240, adoption également sur les conditions d'émission de permis pour les terrains cadastrés avant 2016. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Benjamin Tremblay. Puis la proposition, Claudette Carniat. Merci beaucoup. La période de questions allouée aux journalistes, est-ce que vous avez des questions adressées ou en privé? D'accord. Levée de la séance. Je m'excuse, non? C'est pour les journalistes. Alors, la levée de la séance. Position, Cédric Laplante. L'appui, Samuel Ramsey-Houle. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne soirée à la maison. Bonne soirée pour les citoyens présents. Merci.